évidemment, la Cour suprême a une place fondamentale dans le respect de la démocratie israélienne, mais la Cour suprême n'est pas monolithe. Et elle peut avoir des décisions qui peuvent contenter, j'allais dire, et là je parle politique, contenter la droite, voire contenter la gauche. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, et Boker Tov à nos auditeurs. Alors on a le sentiment qu'on se parle régulièrement ces derniers temps parce qu'il faut bien avouer que, on va dire, le monde de la justice, on va dire, le système judiciaire est en pleine effervescence, en pleine ébullition, bien entendu autour de l'affaire de l'ancienne procureure militaire générale, mais aussi, eh bien, on va en parler dans quelques instants, autour de la formation d'une commission d'enquête gouvernementale décidée hier par le gouvernement. Alors on va d'abord revenir sur ce qui me semble être d'une certaine manière le sujet dominant, parce qu'il a des implications, à mon avis, sur l'avenir du système juridique israélien. C'est la décision de la Cour suprême d'hier de donner une sorte de priorité dans la désignation de celui qui va superviser l'affaire de l'ancienne procureure militaire générale au ministre de la Justice, Yariv Levin. De facto, je vais essayer de résumer, de synthétiser la décision de la Cour suprême. La Cour dit nous aurions bien voulu aller selon le principe habituel selon lequel c'est le parquet qui gère ce genre d'affaires. Mais là, il y a visiblement un conflit d'intérêts et donc nous allons selon la loi, puisque la loi permet au ministre de la Justice de désigner celui qui va superviser cette affaire, à condition que ce ne soit pas celui qui a été désigné par le ministre de la Justice, le juge Asher Koula, parce qu'il ne peut pas cumuler plusieurs fonctions. Il a déjà une fonction importante, il ne peut pas en cumuler une seconde. Donc là, de facto, la Cour suprême dit au ministre de la Justice: vous, même en dépit du fait que vous êtes un politicien, eh bien, c'est la loi qui vous autorise à désigner celui qui va superviser l'affaire de la procureure. C'est exact ? Écoutez, oui, c'est exact. Sur le fond, c'est-à-dire vous avez tout à fait raison. Je dois dire qu'il y avait... pourquoi les gens ont été surpris de cette décision, c'est parce que ceux qui ont entendu les débats à la Cour suprême la semaine dernière, à part le fait que les 3 juges de la Cour suprême ont supplié les partis, mais ils ont supplié d'arriver à un compromis, et évidemment, vu l'ambiance actuelle qui existe entre l'exécutif d'une part et la conseillère juridique du gouvernement, d'autre part, ils ne sont pas arrivés. Et donc, on avait l'impression quand même et moi-même personnellement d'ailleurs, que la haute cour de justice, donc le Bagatz, allait trancher, j'allais dire, en faveur de la conseillère juridique du gouvernement. C'est elle qui, en fait, est en droit, c'est elle qui supervise toutes les enquêtes en Israël. Toutes les enquêtes. En temps normal, on veut dire. Et je dois dire que cette décision est jurisprudentielle, parce que moi, je ne connais pas depuis la création de l'État une décision qui va donner au ministre de la Justice la compétence pour nommer quelqu'un qui va être responsable d'une enquête, ce qui voulait dire que la Cour suprême a été, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, je crois que vous avez bien résumé les attendus, ont été extrêmement sensibles au fait que la conseillère juridique du gouvernement pouvait se trouver en conflit d'intérêts, c'est-à-dire pas forcément en conflit d'intérêts qu'elle est questionnée elle pourrait être entendue lors de ce dossier, et donc ça ne veut pas dire qu'elle avait connaissance des faits, mais elle pourrait être entendue, étant donné il pourrait avoir un conflit d'intérêts. Ils ont préféré donc, même si la décision, vous savez, souvent quand on lit une décision jurisprudentielle comme celle-là, toutes les pages vont d'un côté et la décision va de l'autre côté. Ouais. Donc c'est ce qui a été fait hier, c'est-à-dire ils ont bien expliqué que le principe général, c'était comme je l'ai expliqué, c'est que le procureur général d'une part, le conseil juridique du gouvernement d'autre part, c'est eux qui sont censés et qui sont responsables de toute l'enquête, mais, on assiste à la dernière ligne, mais dans ce cas de figure, non. Donc ils voulaient pas, en fait, ils ont fait une jurisprudence sans vouloir vraiment faire la jurisprudence. Ils ont donné à Yariv Levin, donc le ministre de la Justice, la possibilité de nommer une personne. Alors ils ont donné des critères d'ailleurs, il faut que ce soit un fonctionnaire, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse le droit pénal. Oui. Donc il y a eu des critères qui ont été énoncés quand même. Et qui ne soit pas un politicien. Qui ne soit pas un politicien. Et donc, tout à fait, ils n'ont pas voulu le nommer, ils auraient pu le nommer à la place de Yariv Levin, et ils ont décidé de donner au ministre de la Justice son propre honneur, j'allais dire, ses propres compétences, qui puisse maintenant, aujourd'hui, peut nommer quelqu'un
Comme c'était pas fini, ils ont donné aussi la possibilité que le conseiller juridique du gouvernement, dans un stade ultérieur à l'enquête, puisse reprendre, j'allais dire reprendre le bébé, c'est-à-dire reprendre le dossier lorsque son conflit d'intérêts, c'est-à-dire elle aurait témoigné, etc., aurait été résolu. Alors, dites-moi une chose, parce que est-ce que finalement il ne s'agit pas là d'une forme de revanche de la part de la Cour suprême? Parce que dans l'affaire de la procureure militaire générale, il y a un élément qu'on a mentionné, c'est que la procureure militaire générale a menti à la Cour suprême. Elle a déposé un rapport qui était faussé en disant « je ne sais pas qui a fait fuiter la fameuse vidéo de l'affaire de Sdeteman », alors qu'elle savait très bien que c'était elle qui l'avait fait fuiter. Et là, quelque part, d'une certaine manière, il y a eu une sorte de caution même de la conseillère juridique du gouvernement par rapport aux agissements de la procureure générale. Et là, quelque part, la Cour suprême dit... Pardon, elle dit vous vous êtes un peu moqué de nous, eh bien, on ne peut plus vous faire confiance sur cette affaire-là, précisément. Donc, on va faire confiance au ministre de la Justice pour qu'il désigne quelqu'un de plus impartial. Alors, vous utilisez le terme revanchard, ça me semble un petit peu fort, mais c'est possible, hein, je ne sais pas. Là, vous me parlez dans un monde d'affect, c'est pas forcément le monde des analyses des attendus juridiques, mais en tout cas, dans ce cas de figure, il est clair que la position de la conseillère juridique du gouvernement, d'ailleurs, je vais vous dire, moi, c'était ma propre évaluation, hein, que la Cour suprême puisse nommer quelqu'un qui sera nommé par la conseillère juridique du gouvernement parce que c'est le droit, mais a été extrêmement sensible au fait que cette conseillère juridique du gouvernement pourrait être en conflit d'intérêts et ne pourrait pas gérer sa propre enquête. Donc, si vous voulez, ça c'est tout à fait, je ne sais pas si c'est revanchard ou non, mais cette décision, moi en tant que juriste, hein, je ne vous parle pas du tout en tant que, j'ai pas d'analyse politique précise à donner, m'a surpris. Et d'un autre côté, ça prouve bien d'ailleurs que ce qu'on avait dit d'ailleurs sur nos enquêtes, sur nos antennes pendant des années, c'est que la Cour suprême n'est pas monolithe. Il y a des juges qui sont plus conservateurs, il y a des juges qui sont plus réformistes, il y a des juges qui vont plus intervenir, des juges qui vont moins intervenir. Donc, si vous voulez, c'est pas un bloc monolithe qui va aller automatiquement contre les décisions gouvernementales. Ça le prouve bien d'ailleurs, parce que là vraiment, il y a eu un flip-flop jurisprudentiel pour permettre au ministre Yariv Levin de pouvoir nommer la personne qui serait à la tête de cette enquête. Alors, ça prouve bien que quelque part, les juges, bon, d'abord, ce ne sont pas des surhommes ou des surfemmes, des êtres exceptionnels, mais ça veut dire qu'ils ont aussi leur manière à eux d'interpréter le droit. C'est-à-dire qu'on peut imaginer très facilement aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu, on va dire, cette composition des trois juges avec Kantfe, Steinitz et Alex Stein, qui sont considérés comme des juges, on va dire, relativement conservateurs, mais qu'il y avait eu, par exemple, Yitzhak Amit, qui est connu pour son positionnement ultra-libéral, eh bien, la décision de la Cour suprême aurait été totalement différente. Ça nous interpelle. C'est possible, Daniel. Mais non, moi, ça ne me choque pas. Parce que je vais vous dire, le droit n'est pas. Alors évidemment, il y a énormément de cas où vous mettrez 10 juges, ils décideront de la même manière. Mais il est des cas où, j'allais dire, c'est pas le droit n'est pas une science exacte, c'est pas des mathématiques. J'allais dire, c'est comme si en matière de médecine, vous mettez 3 chirurgiens et les opérations se passeront pas de la même manière selon le chirurgien lui-même. Donc, si vous voulez, moi, ça me choque pas du tout. Non, mais par exemple, Philippe, il y a le droit, on va dire, et le bon sens. Le bon sens, c'est de dire, dans cette affaire, il semble évident qu'il y a un conflit d'intérêts. Madame Gali Baharav Miara, depuis qu'elle est conseillère juridique du gouvernement et de ce gouvernement, on va dire, ne cesse de répéter, de mettre en garde Benyamin Netanyahou face à ces multiples conflits d'intérêts. Donc le terme de conflit d'intérêts, il est omniprésent, on va dire, dans sa jurisprudence. Et là, alors, c'est évident qu'il y a un conflit. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a un conflit d'intérêts entre Madame Gali Baharav Miara et la procureure militaire générale. Donc ça, c'est clair. Et de l'autre côté, il y a le droit aussi qui autorise le ministre de la Justice, même si c'est un politicien, à désigner quelqu'un, dans le cas où il y a un conflit d'intérêts, à désigner quelqu'un qui serait impartial. C'est-à-dire, comment on peut interpréter de manière totalement différente ces... Alors, je
Je suis beaucoup moins absolu que vous, Daniel, dans le sens où d'abord, pour moi, c'était pas évident qu'il y ait conflit d'intérêts. C'est-à-dire que évidemment, l'identité de la Patsarite, c'est-à-dire de La procureure. la conseillère juridique de l'armée, n'est pas la même que celle du conseiller juridique du gouvernement. Si vous voulez, elle est dessous. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas forcément conflit d'intérêts. Je vois pas, il n'y a pas un conflit d'intérêts, j'allais dire a priori. Ouais. Et d'autre part, la seule preuve que c'est jurisprudentiel, c'est que depuis la création de l'État d'Israël, cet article-là, qui a été utilisé par Yariv Levin, n'a jamais été employé. C'est-à-dire, c'est pas du tout, cette jurisprudence n'est loin d'être évidente. Ben oui, mais c'est un cas, c'est un cas total. Je dois le dire qu'en tant que juriste, d'ailleurs, on est très content toujours d'avoir des nouvelles jurisprudences, puisqu'on voit que le droit évolue. Mais si vous voulez, il y a eu un effort qui a été fait par la Cour suprême. C'est d'ici, ils auraient pu dormir sur leur propre laurier et poursuivre les anciennes jurisprudences, parce que ça a été le cas depuis la création de l'État, et de dire non, on considère qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts, mais il est minime et qui n'empêche pas la bonne gestion de l'enquête. Ils ont décidé que non. Et je dois dire, je suis d'accord, c'est-à-dire j'ai pas du tout je n'ai pas de critique à prononcer face à ce jugement. Mais si vous voulez, le problème c'est qu'on ne sait pas également. Il y a eu des pièces qui ont été données devant la Cour suprême. On n'a pas accès à tout le dossier, donc on ne connaît pas, si vous voulez, la profondeur du conflit d'intérêts. Mais ce qui vous paraît évident ne l'est pas. C'est-à-dire, enfin moi me l'est pas personnellement. C'est-à-dire c'est pas parce que je sais pas moi, il y a un soldat qui fait une erreur que le chef d'état-major est remis en cause tout le temps. Par conflit d'intérêt, ou alors même s'il y a un officier qui a fait une erreur, c'est pas le chef d'état-major automatiquement qui se trouve en conflit d'intérêt. Donc c'est beaucoup plus, j'allais dire, il faudrait rentrer dans les pièces des preuves qui ont été données à la Cour suprême. Mais quand même, je salue ce jugement. Je considère que c'est un bon jugement dans le sens où il prouve que d'abord on a une instance judiciaire qui ne va pas forcément tout le temps dans le sens de la conseil juridique du gouvernement, et que le droit ne s'exprime pas d'une seule voix. Le droit, on l'a dit, on l'a redit, ne s'exprime pas d'une seule voix. Le droit n'est pas forcément une science exacte. Il y a forcément des interprétations, il y a des juges qui sont plus sensibles à certains faits que d'autres. Donc évidemment, nous-mêmes en tant que praticiens du droit, on le sait très bien. Il y a des juges qui sont, par exemple, au pénal, les pénalistes sont tout à fait au courant qu'il y a des juges qui ont des politiques qui sont beaucoup plus fermes et des juges qui sont un peu plus. Alors justement, c'est intéressant. Votre réaction, elle est, on va dire, très respectueuse du verdict de la Cour suprême. Mais par exemple, je lis dans la presse israélienne de ce matin, dans l'Yediot Aharonot en particulier, plusieurs avis d'éditorialistes qui se considèrent et qui souvent se dressent pour défendre la Cour suprême, pour la défendre en tant que dernier bastion de la démocratie, de l'état de droit, qui aujourd'hui critiquent le verdict et disent non, ils se sont trompés, c'est un danger, et ce même bastion, il est en train de s'effriter. C'est-à-dire, ça veut dire que finalement, lorsque l'on défend, on va dire, dans certains cercles politiques ou même médiatiques, la Cour suprême, c'est une certaine idée de la Cour suprême, on va dire l'idée libérale, et dès que les juges statuent selon, on va dire, une tendance plus conservatrice, c'est-à-dire la Cour suprême, elle n'est plus aussi valable que ça peut paraître un peu problématique, n'est-ce pas? Je m'inscris contre ces articles. D'abord, je considère que, évidemment, la Cour suprême a une place fondamentale dans le respect de la démocratie israélienne, mais la Cour suprême n'est pas monolithe. Et elle peut avoir des décisions qui peuvent contenter, j'allais dire, et là je parle politique, contenter la droite, voire contenter la gauche. Et ça n'empêche pas que c'est pas une équipe de foot. On n'est pas là pour soutenir une institution judiciaire comme on soutient Hapoel Tel Aviv ou Maccabi Tel Aviv. Donc si vous voulez, c'est pas du tout. La Cour suprême n'est pas monolithe. C'est pour ça que je salue cet article, cette décision. Alors, les gens qui interprètent ça, je crois que c'est faire tort à la Cour suprême quand les critiques sont politiques, quand elles viennent de droite comme de gauche. C'est-à-dire qu'il faut savoir respecter une décision judiciaire, même si elle ne correspond pas forcément à notre propre conception du monde, à nos propres idées politiques. Il faut savoir que des juges qui voient d'abord un dossier au niveau technique, et avant qu'on appréhende un dossier au niveau politique comme on le fait tout le temps dans la presse, il y a déjà l'appréhension au niveau technique du dossier, c'est-à-dire les preuves qui y sont données, les déclarations sur l'honneur qui sont soumises. Donc il y a et puis au-dessus de ça,
une décision juridique, elle se respecte, qu'on soit d'accord avec le juge ou pas d'accord avec le juge. C'est bien compris. Je voudrais aborder avec vous le deuxième sujet qui nous permet de dialoguer, qui a été aussi décidé hier par le gouvernement cette fois-ci, c'est-à-dire la nomination d'une commission d'enquête gouvernementale pour et enquêter sur les événements du 7 octobre, gouvernementale et pas commission d'enquête d'État. C'est important, on a déjà mentionné plusieurs fois les différences, mais je voudrais avoir votre appréciation sur un point. Est-ce qu'on peut élargir le mandat de cette commission et en faire une sorte de commission d'enquête d'État un petit peu inférieur au mandat que peut avoir cette commission d'enquête d'État pour essayer justement d'enquêter le mieux possible sur ces événements, l'événement tragique, le plus tragique de l'histoire de l'État d'Israël? Oui, Daniel, écoutez, d'abord, premièrement, il n'a pas été décidé hier que ce soit une commission gouvernementale. Il a été décidé que ce sera une commission non étatique. Non étatique. D'abord, oui. on a défini cette commission comme étant non quelque chose. Et puis, deuxièmement, cette décision gouvernementale hier n'a rien défini du tout. En fait, j'allais dire, elle a nommé un certain nombre de ministres pour donner des propositions de faire une commission qui emporte le consensus populaire dans les 45 jours. C'est-à-dire que de toute façon, on va se retrouver au 1er janvier avec des détails qui seront un peu plus définis sur les compétences de la commission, sur ses capacités et peut-être sur sa composition. Donc, si vous voulez, la décision qui a été prise hier, c'est en fait plus une mise en touche. C'est dire je veux gagner encore du temps parce que n'oublions pas que cette décision gouvernementale, elle a été prise suite à un arrêt de la Cour suprême qui demandait au gouvernement de se justifier pourquoi il ne crée pas une commission d'enquête. Donc, si vous voulez, ça a été un petit peu forcé. Et on voit bien d'ailleurs que le gouvernement, depuis plusieurs mois déjà, au début ils étaient pour une commission d'enquête étatique, maintenant ils sont contre la commission d'enquête étatique, ils essayent de gagner du temps, je crois que là ils essayent de coïncider une sorte d'agenda politique avec la création de cette commission d'enquête dont on ne sait pas ni la composition, ni les compétences, et ni d'ailleurs exactement les questions qu'elle devra trancher. Et ce matin, par exemple, on entendait que le Premier ministre pourrait accorder une sorte de droit de veto aux membres de l'opposition afin que sur justement la composition de cette commission, c'est-à-dire que c'est une commission, on est d'accord sur le fait qu'il s'agira d'une commission qui va nommer des membres politiques, hein, que ce soit de gauche ou de droite, pour enquêter sur cette affaire. On est d'accord là-dessus? On n'en sait pas encore, mais a priori, c'est la tendance parce qu'on ne sait pas. Le gouvernement veut créer une commission qui va emporter un grand consensus. Or, on sait très bien que la commission d'enquête étatique emporte le plus grand consensus puisque 70% des Israéliens la défendent, mais ce n'est pas l'option du gouvernement. Et ils veulent essayer d'emporter un consensus politique en sachant à l'avance que l'autre échiquier politique, c'est-à-dire l'échiquier centre-gauche, est contre la commission d'enquête proposée par le gouvernement. Donc on va arriver, si vous voulez, ici, à une sorte de petite commission d'enquête, une commission de vérification, une commission d'enquête qui n'emportera pas de toute façon, quel que soit X, un consensus de la population israélienne et de l'échiquier politique israélien. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces deux dossiers juridiques importants dont nous avons parlé au cours des dernières minutes. Il est 8h25, nous avons discuté près de 20 minutes. C'était très intéressant, comme d'habitude, de parler avec vous et de mieux comprendre un peu les méandres du système juridique israélien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Philippe. À bientôt. Merci beaucoup et bonne journée.